Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un podcast un petit peu spécial, puisque c'est la spéciale de l'été sur Pop News avec Adrien, puisqu'on va vous faire la liste de quelques recos, mais aussi surtout de nos envies sur les films et les séries qui vont sortir en été 2026. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut Thomas, ça faisait un bout de temps. Oh là là, ça fait Un bout de plaisir de temps, retrouver ouais. Pop News. Ça fait Où est-ce que vraiment tu te plaisir. trouves là géographiquement? Dis-nous tout. Alors, je sais pas si vous le voyez sur cette tasse, je Ah, suis au Japon. Voilà, ceci est le mont Fuji. Je me c'est le Cap trouve. d'Agde, je reconnais. C'est le Cap d'Agde, exactement. Je me trouve à peu près là. Voilà, non, je suis au Japon. Je suis de retour au Japon pour quelques temps. Avec ses inconvénients aussi, parce que le Japon ne diffuse pas les films aux mêmes dates qu'en France. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a The Drama qui sort en France, ce n'est que 6 mois plus tard qu'on le trouve au Japon. Aïe aïe aïe. Le dernier Spielberg n'est toujours pas sorti. Ici, qu'est-ce qu'on a voilà, Toy Story 5 qui ne sort pas en même temps. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on est cinéphile au Japon, voilà, faut faire des sacrifices. Voilà, on sait qu'on ne verra pas les films tout de suite, mais il n'empêche que c'était un pays assez incroyable. On avait très hâte aussi de vous reparler, parce que c'est quand même une émission qu'on a fait pendant très longtemps, chaque semaine, et là on avait beaucoup de choses à vous dire sur les sorties de l'été, comme tu l'as dit. On a des recos aussi, Ouais. et beaucoup d'attentes, et voilà. Et oui, et juste un petit point sur le podcast, on n'est pas encore prêt à le relancer sur son format d'avant, mais juste voilà, on avait très envie de vous parler, ça fait un moment qu'on s'en parle, et en fait il fallait qu'on se trouve un moment où on était tous les deux disponibles, parce que évidemment avec le décalage horaire, mais aussi avec la vie, hein, tout simplement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, là on vous fait un hors-série spécial été, et puis voilà, on espère pouvoir vous faire à la rentrée un hors-série qui va vous donner nos avis sur les différents films et séries qu'on va mentionner là tout de suite dans la liste. Avant de passer à la liste, oui, dis-moi Adrien. Justement, préciser aussi que la chaîne YouTube continue de vivre d'une autre manière, c'est que je crée depuis maintenant 2 semaines à peu près des vidéos un peu plus fouillées, un peu plus longues, qui sont liées à l'actu, mais sans être de la réaction à l'actu comme on peut Ouais. faire d'habitude. Il y en a eu 2 qui sont sorties, une sur les backrooms, sur l'origine en fait des backrooms. Avec la sortie du film, j'en ai profité justement pour me renseigner un petit peu, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas d'où venait ce creepypasta et cette histoire des backrooms. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je reviens en détail en fait sur vraiment l'origine du mythe en fait des backrooms jusqu'à la sortie du film, et à voir pourquoi c'est connecté. Et aussi une vidéo qui est sortie là très récemment sur le dessin animé The Amazing Digital Circus, qui est un dessin animé sorti gratuitement sur YouTube depuis maintenant 3 ans, 2023 si je ne dis pas de bêtises, qui a cumulé plus d'1 milliard de vues depuis sa sortie, mais qui a eu droit à une sortie cinéma pour son final, qui a rapporté 40 millions de dollars, ce qui est assez fou pour un studio indépendant qui a été lancé sur YouTube. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment un petit studio et une toute petite équipe peut faire face à Hollywood et ses grosses machines marketing. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la Exactement. voir et à donner de la force, Ouais. ça nous aide grandement. Oui, et puis avoir vos retours hein, sur ces nouveaux formats, parce qu'on en a fait très peu hein, des vidéos comme ça, et vraiment ça prend du temps à faire, donc déjà bravo à Adrien pour l'initiative, et moi j'en ai vu une des deux que j'ai trouvé incroyable, donc voilà, on vous met évidemment les liens dans le commentaire épinglé, allez voir ça quand vous aurez terminé ce podcast, ça nous fera très plaisir. Allez, il est le moment de partir vers la liste, d'abord avec quelques recos d'Adrien, et notamment une reco série chez Apple TV, c'est Widow's Bay dont tu voulais nous parler. Et Apple TV qui nous a sorti un petit bijou qui s'appelle Widow's Bay. Apple TV, pour rappel, c'est ceux qui diffusent Sévrance, c'est ceux qui diffusent Ted Lasso, The Morning Show, etc. Donc que des excellentes séries. Pour faire simple, je pense que Apple TV maintenant c'est le nouveau HBO. En tout cas, concurrence très fortement HBO sur son terrain de séries prestige. En termes de Et ils ont qualité, pas ouais, peur- de ouf. En termes de qualité, exactement, ils n'ont pas peur de prendre de risques et de mettre de l'argent, d'investir de l'argent dans d'excellentes séries avec d'excellents castings et justement aussi des réalisateurs et des scénaristes de renom. Widow's Bay, c'est sorti, là on enregistre quasiment fin juin. Widow's Bay c'est sorti il y a un peu plus d'un mois, il y a 10 épisodes, là ça y est, la saison 1 est terminée, une saison 2 a été commandée. Ça raconte l'histoire d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre, une île de Nouvelle-Angleterre, précisément, c'est important, qui cherche en fait à attirer des touristes.
On y suit le maire de cette petite île qui est un mec un peu lâche, un peu naze, qui est un peu l'équivalent du maire de Dents de la Mer, qui Ouais. veut absolument attirer les touristes, même si, en fait, apparemment, il se passe des choses très mystérieuses sur cette île. Il y aura peut-être une malédiction, il y a peut-être des fantômes, il y a peut-être des choses étranges, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est une série qui mêle horreur et comédie Mhm. d'une façon extrêmement intelligente, parce que c'est extrêmement casse-gueule de mêler horreur et comédie. Pour faire simple, je crois que c'est Matthew Rhys, Ouais. l'acteur principal, qu'on a déjà vu dans The Americans, qui a résumé ça comme ça. Je pense que c'est un peu ça qu'il a dit. C'est un mix entre Parks and Recreation et Stephen King, quoi. C'est vraiment ou The Office et Stephen King. Il y a un Ouais. côté humour pleinement assumé Mhm. et dans des situations d'horreur. Et en fait, on a rarement vu ça. Euh, Souvent, voilà, on fait le choix. Et c'est pas vraiment de l'horreur comédie comme un scary movie, hein. Oui. C'est pas potache du tout. C'est Mhm. vraiment comment des êtres humains normaux réagiraient face à des situations fantastiques et étranges dans la vie réelle, en fait. Pour vous donner un exemple, il y a un épisode assez drôle dans lequel le héros est en voiture la nuit, se retrouve sur un petit chemin et voit au loin une dame blanche qui a l'air complètement effrayante. Elle est de dos, elle commence à se retourner, lui lui demande si ça va, et elle commence à courir vers lui, vers la voiture. Réaction normale, il fait demi-tour en bagnole et il se casse. Alors que dans n'importe quelle autre série, il ferait ah là là c'est bizarre ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est toujours ça. C'est toujours, on a toujours pris un peu à rebours des tropes classiques d'horreur et c'est ultra rafraîchissant. Et ça se tient, c'est pas juste faire de la comédie dans l'horreur pour en faire, il y a un vrai fil rouge, il y a une vraie histoire, avec un casting super solide. Donc Matthew Rhys, comme je l'ai dit, qui joue dans The Americans, que je vous conseille, une excellente série. On retrouve, alors j'ai perdu son, Stephen Root, je crois, Stephen Roots, Ouais. qui jouait dans Barry, qui jouait Fuchs, le mentor de Barry dans la série Ouais, du le même fameux. nom, qui est un super acteur de second rôle, mais alors dès que je l'ai vu, j'ai fait bah la série va être géniale parce il est bon dans toutes les séries. Et d'autres têtes que vous avez déjà plus ou moins vues, mais pas trop non plus, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est une série qui est pas portée par des acteurs de premier plan. Donc en Mhm. fait, on peut beaucoup plus facilement s'attacher à ces persos-là. Et c'est tout de suite un coup de cœur. Vraiment, dès l'épisode Trop 1, bien. j'ai fait c'est super. C'est ultra bien réalisé. C'est réalisé en grande partie par Hiro Murai, qui s'était occupé de plein d'épisodes d'Atlanta avec Donald Glover. Mhm. Et c'est quali sur tous les plans, en fait. C'est vraiment ultra propre. Foncez, c'est des épisodes qui durent à peu près une demi-heure à chaque fois. On a 10 épisodes pour la première saison. Et ça se dévore super bien. Donc allez-y, foncez. Ok, J'adore. et du coup, c'est parce que tu disais qu'il y avait quand même une composante horreur. Moi, j'avoue, j'ai regardé le trailer et je me suis dit, mais attends, mais moi, je vais être terrifié en regardant ça. Euh, je sais pas, j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y a des hommages en fait Ouais. à des films d'horreur. Bon, je vais peut-être spoiler un seul. Il y a un hommage ultra appuyé à Halloween. Hmm. Euh, Aussi aux Dents de la Mer, parce qu'ils répètent plein de fois que l'île de Nouvelle-Angleterre sur laquelle ils sont, qui s'appelle Widow's Bay, Hmm. ne peut pas devenir Martha's Vineyard, qui est Hmm. l'île des Dents de la Mer, etc. Enfin, il y a plein Ok. de références à des films d'horreur et c'est assumé. Mais comment dire, en fait, c'est par exemple, il y a des références à ça avec un clown, il y a des Hmm. références à plein de choses en fait. Mais c'est tellement bien amené et c'est tellement malin qu'en fait, voilà, on se laisse porter. Ok. Et puis, chaque épisode est un peu différent. Chaque épisode va un peu avoir son trope d'horreur, en fait. Ok, je vois. Tout en faisant avancer l'histoire. Tout en faisant avancer l'histoire, Stylé. et je suis très... Ouais, ouais. Bon, bah, Widow's Bay, évidemment, c'est sur ma liste depuis un petit moment et ça donne encore plus envie d'avoir toi qui nous fait l'article comme ceci. Ça donne très envie. J'espère, et Euh, pour terminer juste sur Widow's Vas-y. Bay, il y en a beaucoup qui regardent aussi From, en ce moment, From, la Ouais. série d'horreur. From, que je continue à regarder, mais vraiment, c'est poussif, Tu te forces un mon peu. visionnage. Je me force totalement même à regarder From, je pense que je vais même pas regarder la suite, enfin c'est compliqué. Je ne comprends pas la hype autour de From quand on a Widow's Bay par exemple qui a une écriture au cordeau et From qui fait tout traîner,
c'est pas bien joué. C'est une mystery box. Tout le monde s'était plaint de Lost, mais en fait là on a une mystery box qui n'apporte rien du tout. Enfin bref, ça m'énerve au plus haut point. Mais bon, hein, les goûts et les couleurs, hein, on choisit pas. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Widow's Bay cartonne aussi. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a une justice. Exactement. Écoute, ça va cartonner. Est-ce que ce sera Kali? On ne sait pas. C'est House of Dragon saison 3 évidemment. Je vais pas trop m'étendre là-dessus puisqu'on a une vidéo qui va sortir à ce sujet. On va vous faire un guide évidemment. C'est la saison 3 qui commence le 22 juin en France sur HBO Max. C'est la suite de la Danse des Dragons. C'est une période de guerre civile à Westeros où il y a 2 prétendants au trône de fer. Et tout ça évidemment ça se bat à coups d'armées, de trahison, de dragons. C'est l'avant-dernière saison, puisqu'il y en aura, il en reste plus que 2. Ben voilà, très vite, un guide de visionnage bientôt. Les critiques sont plutôt bonnes, avec la partie, on va dire, lecteurs et fans qui, comme d'habitude, crachent dans la soupe. Mais on va dire, les critiques de gens qui n'ont pas lu sont plutôt assez correctes. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. On sait que la saison 2, on sort d'une saison 2 qui était compliquée en termes de hype et en termes de rythme. Donc à voir si la saison 3 reprend le flambeau ou pas. Mais c'est évidemment une de mes grosses attentes personnellement pour cet été. Ouais, comme tu l'as dit, on prépare un petit guide C'est ça. visionnage et je sais pas encore moi de mon côté si je vais regarder la 3. En tout cas, comprends. j'attendrai peut-être qu'elle soit terminée. Je la regarderai pas en cours de diffusion Ouais. parce que j'attendrai la fin de la saison 3 et d'avoir tes retours aussi. C'est peut-être une bonne idée. Moi, je sais que j'ai revu la saison 2 récemment, mais pour le coup en binge-watching. Et j'ai un peu plus profité de ce visionnage rythmé que semaine après semaine. Ouais, je pense qu'il y a de ça avec cette série. Parce que c'est vrai que moi, j'avais du mal à y retourner à chaque fois semaine après semaine. Ouais, je comprends. Donc on s'étend pas là-dessus évidemment, puisqu'il y a une vidéo dédiée qui sort très vite, ou qui est déjà sortie au moment où on sort cette vidéo. On va parler du ou des phénomènes de l'été, dont un que tu viens de voir, c'est Obsession. Ouais, tout à fait. Film Obsession, d'horreur, donc tout à fait. Obsession, film d'horreur indé, alors plus qu'indé parce qu'il a coûté $1 million. Donc on est vraiment sur un budget extrêmement limité. Je te le disais juste avant qu'on enregistre, c'est assez fou. Il a déjà rapporté $300 millions dans le monde. Il a fait 300 millions de recettes, c'est monstrueux. On est sur un succès magistral et mérité. Et vraiment mérité parce que j'en entends parler depuis plusieurs semaines, moi, d'Obsession. C'est un film qui attire les cinéphiles du monde entier et souvent avec les grosses traînes comme ça, on ne sait pas si ça va être un succès ou pas et si c'est mérité surtout. C'est totalement mérité sur tous les plans. L'histoire, pour la faire simple, en gros, c'est un mec qui est amoureux de sa collègue et qui, pour lui offrir un cadeau, se rend dans un magasin de magie ou de pierres précieuses, de choses un peu comme ça, voilà, un peu ésotériques, Ouais. et tombe sur une boîte sur laquelle est écrit Make a Wish. En gros, c'est un Make a Wish, et si vous cassez ce morceau de bois, je sais plus exactement ce que c'est, votre vœu va se réaliser. Mhm. Et il souhaite, alors que la fille n'est pas amoureuse de lui, il souhaite que cette fille-là tombe soit exactement son vœu, c'est je souhaite qu'elle tombe amoureuse de moi et qu'elle m'aime plus que tout au monde. Forcément, ça se produit, et à partir de ce postulat-là, tout va dégénérer parce que quand on aime quelqu'un plus que D'où le tout au nom du monde, exactement, obsession, elle devient obsédée par lui, et surtout, tout le monde est ton ennemi en fait, si tu aimes quelqu'un C'est plus vrai. que tout au monde. Donc voilà, et ça part en vrille. Mais c'est aussi évidemment une critique des incels, de ces mecs-là qui justement ne savent pas sur quel pied danser et veulent absolument que les fans les aiment, les femmes les aiment, alors que c'est des gros losers, c'est clairement des gros losers. Le héros est un énorme loser, mais c'est super bien écrit, c'est super malin. J'ai pas envie d'en dévoiler plus, c'est vraiment un film d'horreur, hein. Ok. Même si le pitch ne le laisse pas forcément entendre, on peut se dire que c'est une comédie un drame un peu plus psychologique. Mhm. Pas tant que ça en fait. Ok. C'est vraiment de l'horreur.
mais c'est super, super malin et le casting est fou, notamment l'actrice principale, donc qui s'appelle Indy Navarrete, elle est mexicaine d'origine, bon, je crois que c'est Navarrete, on dit, qui est, bah, c'est devenu, après avoir vu le film, en fait, on sait que ça devient une superstar. C'est maintenant une fille qu'on va voir tout le temps. Trop Elle a à stylé. peine 25 ans, elle a 25 ans, je crois. Ouais. Elle est incroyable, elle est magnétique, et c'est rare dans un film de se dire elle est magnétique, mais elle est vraiment, vraiment magnétique. Elle joue la folie comme j'ai rarement vu ça au cinéma. Mm. Vraiment, parce que quand je dis folle, évidemment, elle est folle de lui, mais elle joue voilà, quelqu'un de totalement euh, obsédé Mm. par une personne. Forcément, on est au point de la folie, quoi. Et non, c'est une performance rare, mais ça faisait vraiment des années que j'avais pas vu une performance aussi folle. Et au-delà de ça, le film, donc, qui a coûté une bouchée de pain, qui se tourne à peu près dans, allez, 4-5 lieux, on va dire, dont des voitures, dont, si c'est dans une maison, on va avoir, allez, la salle à manger et puis la chambre. Enfin voilà, on n'est vraiment Mhm. pas sur un gros budget. Se démerde toujours pour avoir des plans ultra intéressants, ultra chiadés, ultra travaillés. Du maquillage, franchement, ultra propre pour un film à 1 million de dollars. Et des idées de mise en scène, tout le temps, Incroyable. superbes porté et aidé bien évidemment par les acteurs, notamment l'actrice principale, mais il y a des moments de tension où j'étais pas bien. Où j'avais des poils. J'étais waouh, putain de merde, ça me fait peur en fait. Trop stylé. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup de jeux sur le hors-champ, sur les sons, sur les cris, Ouais. sur les choses comme ça. Et, euh, et c'est très malin. C'est très malin et ça dénonce vraiment cette société aussi dégueulasse, pouvoir des hommes, des hommes toxiques, etc. Quoi. Ouais. C'est trop stylé. Alors, pour Bon, info, c'est sorti en salle en France le 13 mai. C'est toujours en salle, puisque ça ouais. marche bien, hein. Là, je vois, il y a encore 400 séances dans toute la France, donc c'est que Ouais, les gens y vont. Et donc, du coup, tu me disais hors caméra que la hype était totalement méritée. totalement mérité. Totalement mérité parce que déjà, se dire il y a un film comme ça qui coûte 1 million de dollars, qui a été fait par un YouTuber. À la base, c'est un YouTuber qui faisait des vidéos qui sont très drôles d'ailleurs, allez le voir. J'ai perdu son nom, le réalisateur, c'est Curry quelque chose. Marc, Ouais, je veux bien que tu retrouves pendant que je regarde ça tout de suite. C'est Curry Barker. Et donc, Curry Barker, qui est un mec voilà, qui se débrouille en fait. Et ça, j'aime bien. On lui a pas filé trop d'argent, mais en fait, avec 1 million de dollars, il fait ce qu'il faut. Euh, c'est mérité parce que c'est la naissance d'une star, clairement. Mm. Vraiment, je pèse mes mots, hein, c'est vraiment la naissance d'une star. On va la voir partout. J'espère qu'elle fera des bons choix de carrière après, parce que On ça lui peut vite souhaite. tomber dans la marvelisation des builds, aller Bah, dans bien les sûr. gros studios, etc. Mais j'espère qu'elle va continuer à faire là-dessus. Lui a déjà des projets en stock. Je pense qu'on lui filera un peu plus d'argent. J'ai ultra hâte de voir ce qu'il peut faire avec un peu plus de blé et avec ses idées. Aussi, vraiment, le côté, ça n'a jamais été fait un film d'horreur sur la passion et sur le côté, justement, amoureux, etc. Jusqu'où tu Mm. peux aller, voilà, amoureux, etc. Je me disais, ouah, ça va être un peu sympa, il y aura une ou deux scènes qui vont claquer, mais en fait, non, non, tout le film se tient jusqu'à la fin qui est super aussi, je vais rien dire bien évidemment, parce qu'il y a des films comme ça qui peuvent se casser la gueule avec la fin est Oui. parfaite. La fin est très bien. Euh, et puis avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les faux semblants, sur les Ouais. gens qui font croire que de façade tout va bien, mais en fait à l'intérieur d'un couple ça va pas, et Ouais. Patrick Bruel par exemple, ou des choses comme ça, où tu sais, des images mais de gens où tu dis ça va, mais en fait derrière tu sais, c'est dégueulasse ce qui se passe en coulisses. Bien Bah sûr. là c'est un peu ça aussi, quoi. Ça dénonce quoi, les petites cuisines J'aime des bien. couples et tout. Donc. Non mais c'est J'ai bien, c'est super. très Vraiment envie super. de voir ça, et à la fois, si toi t'as eu peur, je pense que moi je vais me chier dessus. Peut-être vois-le dans les bonnes conditions, un film d'horreur ça se voit, tu vois, Ouais. vraiment dans les Non, bonnes mais conditions dis-toi que comme. moi j'ai eu peur devant Weapons quand même, donc bon. Ah, Weapons, il y a des Non, mais moments où j'ai un Weapons, peu ça surkiffé, peut, hein. mais bon, c'est Ouais. pas non plus le summum de l'horreur, quoi. Ça reste un thriller, Non. Weapons, tu vois. Ouais. Ouais, Weapons, mais Weapons, il y a un côté screamer de temps en temps, je Oui, c'est trouve, vrai. tu vois. Mais là, qui est un peu prévu, Ouais. mais j'ai juste envie de spoiler un truc, mais tu vois, c'est débile, mais un truc normalement qui ferait jamais peur, mais c'est génial. Il y a une scène où il va lui annoncer qu'il va à une soirée entre mecs. Hmm. Mais en fait,
tu te dis, ça va faire extrêmement peur parce qu'il va lui annoncer qu'il va dans une soirée entre mecs. J'avoue. Quelle va être sa réaction? Quelle va être sa réaction à elle? Enfin, là, et tu dis, c'est fou d'arriver à me faire peur avec ça, de créer de la tension avec un mec qui dit à sa meuf, je vais voir Et- mes potes, voilà. Et ça marche, du feu de Ouais. Dieu, quoi. C'est ouais. Donc, Trop bien. Bon, bah, une super reco, évidemment, si vous êtes amateur de films d'horreur et que vous n'avez pas encore vu Obsession, a priori, il faut que vous voyiez ça en 2026. Euh, mhm. Est-ce que The Backrooms, tu l'as vu? Non, j'ai pas Non. vu The Backroom, Ok. malheureusement, j'ai pas vu The C'est Backroom. un truc que tu as envie de voir aussi sur cet été, Bien qui est un sûr. peu lié en fait. Obsession et The Backrooms, on les met tous les deux un petit peu sur un pied d'égalité parce que bon, alors c'est quand même 10 fois plus cher The Backrooms, mais il y a quand même un truc de, on fait des choses qui bougent un petit peu, pas les lignes, je sais pas, mais avec peu, Mm. et on a la naissance un peu de peut-être deux réalisateurs qui vont faire parler Ouais. d'eux dans les prochaines années, quoi. On m'a dit que The Backroom c'était super. Mm. J'ai très hâte de le voir. Encore une fois, le Japon, merci pour les sorties décalées. J'ai très hâte de le voir et les deux, je pense, se complètent. C'est pas Mm. forcément voilà, en opposition du tout. Encore une fois, c'est aussi un YouTuber, le Ouais, réalisateur de The Backroom. Donc Kane ça prouve Parsons. que Ken Parsons, qui s'était occupé de faire le court-métrage de Backrooms qui avait cartonné sur YouTube, on sait qu'en fait, ce genre de personnage-là et de réalisateur-là maîtrise son sujet et Ouais. ne vient pas de nulle part. En fait, YouTube maintenant est devenu voilà, le moyen de se faire la main avant de passer au cinéma. Ouais. Et on le voit, là c'est visible en fait, c'est vraiment visible avec ces C'est deux un mecs-là. terrain d'expérimentation. Exactement. Et The Backroom, ce qui est bien avec The Backroom, c'est qu'on a pu, comment dire, faire confiance à un réalisateur sans, apparemment, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit, sans vraiment trahir sa vision. Et il a eu la main sur son histoire, etc., etc. Donc en Mm. fait, ça prouve que quand on laisse un réalisateur aller jusqu'au bout de ses idées, bah, ça fonctionne quoi. Parce que le public a répondu. euh, et un public qui n'était pas forcément au courant de ce qu'étaient les backrooms, qui Ouais. n'était pas forcément au courant même, tu vois, que c'était un film tiré d'une creepypasta ou je ne sais pas, tu vois. Très Donc non, rapidement, le franchement, concept de The Backrooms, en tout cas du film, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une espèce de faille dans la réalité et tu entres dans un lieu, on va dire, un peu liminal ou qui est terrifiant enfin, par son aspect aseptisé et à la fois c'est vide, mais tu as l'impression que c'est plein de promesses ouais. un peu maléfiques, tu vois. Ouais, en fait, c'est vide, c'est des espèces de bureaux, si tu veux, alors jaunes, c'est tiré maintenant, ils sont partis là-dessus parce qu'à la base c'est une photo qui était jaunie, les murs étaient jaunis, mais bon voilà, c'est des espaces liminaux dans lesquels normalement il devrait y avoir de la vie, là il n'y en a pas. Dans ces espaces-là, là il y a des chaises à droite à gauche, peut-être une statue, tu vois, je ne sais pas. Il peut y avoir une télé qui grésille, voilà, il peut y avoir plein de choses qui n'ont rien à faire là vraiment, Mm. mais il n'y a pas de vie. Et ce sont des espaces infinis. Ce sont des espaces, en fait, on peut marcher indéfiniment et trouver la sortie est extrêmement compliqué. Donc voilà, mais qui d'un côté crée une forme de peur, d'horreur, parce que Ouais. évidemment c'est labyrinthique, donc forcément ça fait peur, et en même temps on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté du couloir, etc., etc. Du côté un peu désorientation, tout ça. Évidemment, si Et vous avez besoin d'un peu de évidemment, contexte sur tout ça, il y a du coup la vidéo dont on vous parlait tout à l'heure sur la chaîne, qui est vraiment très bien faite. Moi, j'y connaissais rien et j'ai tout compris grâce à la vidéo, donc allez la voir. Et donc beaucoup. c'est sorti en France le 17 juin, donc c'est très probablement à votre disposition en salle. Donc Mm. n'hésitez pas à aller voir ça. Ça s'appelle The Backrooms et c'est réalisé par Kane Parsons. On enchaîne un petit peu parce qu'on a quand même beaucoup de choses à traiter et on est allé assez lentement pour le début, mais bon, c'est normal, la passion. À Je, partir- je voulais vous parler d'une de mes attentes, moi, sur cet été, c'est The Furious, qui est un film de Kenji Tanigaki, c'est un film d'action. Très ambiance The Raid, vraiment un brawler, c'est-à-dire qu'on se bat vraiment avec les poings et les pieds, et c'est vraiment une ambiance très... en fait, on suit un mec qui voit sa fille enlevée devant ses yeux et qui n'arrive Mhm. pas en fait à aller sauver. Il court comme un dératé, mais bon, évidemment, face à une voiture, qu'est-ce que tu peux faire? Et il trouve un journaliste qui lui recherche sa femme, qui a elle aussi été enlevée, et tous les deux, Mhm. en fait, ils vont essayer d'enquêter et surtout de sortir leur fille et leur femme à coups de poing de là où elles sont. Et j'ai regardé le trailer et je me suis dit,
Ah oui, il faut que j'aille voir ça en salle parce que ça a l'air littéralement de tabasser, de telle sorte que je l'avais pas vu depuis The Raid, quoi. Et donc j'ai très 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 envie de voir ça. C'est sorti le 10 juin en France et ça a l'air très cool. Alors malheureusement il y a peu de séances parce que je pense que c'est un goût particulier quand même de cinéma, mais j'ai très envie de voir ça avant que ça sorte des salles. Ah, j'ai vu le trailer, encore une fois, j'ai pas pu voir le film hein, comme toi. Mais ça a l'air très bien et c'est vrai que The Raid, je l'ai revu il y a 1 an. Ouais. Ouais. Ah, pas bougé, hein. The Raid, C'est un truc de fou, toujours The Raid. J'ai jamais vu le The Raid 2. 2, je suis beaucoup. Ah bah voilà, The Raid 2, tu peux t'en passer, il y a des scènes intéressantes, mais c'est vrai que The Raid, il est très intense. The Raid 2, ils ont voulu faire une histoire, mais ça marche pas en fait dans un film comme ça. Ouais. Mais Parce que dans un film comme ça, t'as juste besoin d'un prétexte, d'un enjeu, voilà. et puis let's go, quoi. Oui. C'est ça, voilà, c'est genre fonce et tape des mecs et c'est ok. C'est ça. Mais non, The Furious, ça a l'air très très cool. Je suis très très chaud aussi. J'espère qu'il Son sortira nom aussi l'indique. bientôt. Alors ça a l'air très très cool ou pas, on verra. C'est Disclosure Day, le nouveau Steven Spielberg, qui lui aussi est sorti le 10 juin en France et qui du coup, comme tu le disais, n'est pas encore sorti au Japon. Donc le nouveau Spielberg, alors j'ai pas vu les critiques, j'avoue, j'ai pas fait attention. Mais Elles sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt Ouais. bonnes. Elles sont plutôt bonnes. Et le box-office a l'air d'être ok. En tout cas, en France, le box-office est ok pour Spielberg. Alors, évidemment, je l'ai pas vu, donc malheureusement, je vais pas pouvoir en parler. Mais on dans tous les cas, rappelle j'ai pas que envie de. c'est nos envies hein, pour cet été, donc c'est ok qu'on n'ait pas vu. Voilà. Non, Disclosure Day, c'est de ce qu'on comprend avec la bande-annonce, c'est l'histoire d'aliens qui seraient potentiellement présents sur Terre depuis quelque temps. Encore une fois, hein, n'en voulez pas si vous avez vu le film, hein, je raconte le pitch avec ce que j'ai et de ce que j'ai compris, parce que j'ai même pas moi-même voulu me spoiler. Et donc, d'aliens qui seraient là et d'humains qui seraient au courant déjà depuis longtemps. D'autres qui le découvrent, notamment le personnage joué par Emily Blunt, qui serait une sorte de passagère en fait, voilà, qui permettrait de communiquer avec les aliens, de ce que je comprends encore une fois, parce que dans la bande-annonce elle parle la langue alien alors qu'elle l'a jamais appris, elle n'a jamais rencontré d'aliens. Voilà, c'est une sorte de rencontre du troisième type version 2026, de ce que les gens disent. Ce serait, il y en a plein qui l'ont résumé comme ça en disant que ça pourrait potentiellement se passer dans la même temporalité que Rencontre du troisième type, enfin en tout cas dans le même univers de fiction dépeint dans le Rencontre du troisième type, ce qui serait pas déconnant. Et voilà, je n'en sais pas plus. Ce qui est bien avec Spielberg dans ce film-là, c'est qu'ils n'ont pas voulu spoiler le troisième acte, donc on n'en sait pas plus non plus si on ne s'est pas fait spoiler dans les bandes annonces. Et je suis très curieux parce que de toute façon tous les Spielberg je les vois. Spielberg qui revient au fantastique, Alien, voilà, après toutes ces années, ça fait plaisir. C'est un peu Je une pense de que ses la marottes, dernière. hein. C'est un peu une de ses marrantes, mais ça faisait très longtemps quand même qu'il n'avait pas fait un film. Moi, je pense que le dernier, c'est La Guerre des Mondes, Oui, je pense. où il parle d'aliens frontalement comme ça. Ouais, parce qu'après, il est parti sur un cinéma très politique, avec, tu vois, Le Pont des Espions, avec Pentagon Papers, etc. Il a fait son remake de West Side Story, il a fait Le Bon Gros Géant, il a fait tout ça. Tu vois, c'est des films qui sont quand même assez différents de ce qu'on a connu quand on est petit. Et là, il revient vraiment à ça. Donc, je suis très curieux. Comme je l'ai dit, les critiques sont plutôt bonnes. Et puis, voilà, il y a un côté qui surfe sur le côté conspi du moment. Voilà. Est-ce que c'était bienvenu? Il y en a qui lui reprochent ça. Non, parce qu'en gros, en interview, il a un peu parlé du fait que les extraterrestres potentiellement existeraient et qu'on nous le cacherait, etc. Bon, est-ce que la promo est allée un peu trop loin là-dessus, ce qui s'est fait un peu dépasser par. Je pense qu'en fait, foncièrement, il y croit pas, mais en tout cas, s'il y croit, c'est pas son rôle de dire des trucs comme ça, surtout aujourd'hui, à l'époque des fake news. Donc bref. Mais donc voilà, très curieux. Et il sort en Japon le mois prochain, donc je vais devoir prendre mon mal en patience avant de le découvrir. Et ce qui est intéressant, juste pour terminer, c'est que Spielberg parle de E.T., Rencontre du troisième type et Disclosure Day comme une espèce de triptyque en fait, d'exploration de ce thème-là. Donc ça donne envie évidemment, puisque il s'est passé quand même plusieurs décennies entre ces films-là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a à en dire désormais en 2026 ? Ça donne très envie, bien entendu.
Je vous parle d'un film mi-animation, mi-live action, c'est Coyote versus Acme, avec ce Mhm. point d'interrogation, c'est va-t-il sortir en France? Puisque ça sort le 28 août aux États-Unis et je n'ai pas trouvé de date de sortie en France, donc j'ai un peu peur que ce soit une sortie reléguée au streaming. Mais bon, tant que ça sort, moi j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Rappelez-vous Oui. quand même que ce projet, on en parlait à l'époque dans Pop News, c'est un projet qui avait été tué par Warner Bros. À l'époque, qui avait décidé de le tourner, puis de pas le sortir, parce que ça coûtait trop cher, et puis du coup, ne pas le sortir, ça leur permettait de récupérer du crédit d'impôt, bref. Bon. Ah. C'est un film avec Will Forte, John Cena, et donc du coup une galerie des personnages évidemment de la Warner. Le pitch, c'est qu'il y a un avocat humain qui est joué du coup par Will Forte, qui accepte de représenter légalement le Coyote contre Acme, puisque le Coyote leur reproche de vendre des produits fallacieux qui ne fonctionnent jamais pour attraper Bip Bip. Et donc évidemment, rien que la prémisse, moi je trouve ça incroyable, et donc j'ai très envie de voir ça. Évidemment, il y a en plus cette surcouche de, c'est un live action plus l'animation, et j'ai pas vu ça depuis... Enfin, j'ai pas vu ça correctement depuis Roger Rabbit et, si je veux être gentil, le premier Space Jam. Et donc j'ai très envie de voir ça et de voir comment c'est fait au final dans le produit fini. J'espère juste que si Warner avait décidé de le tuer, c'est pas parce que c'était nul, mais juste parce que c'est des greedy motherfuckers, je sais pas. Mais bon, voilà, ça sort le 28 août aux États-Unis et j'espère vraiment qu'on va avoir une sortie en salle en France. Oh, pour un film comme ça, oui, je pense. Je pense quand même. J'espère. Il y a pas de vrai. Ça peut marcher pour les enfants, ça Il peut n'y a marcher pas de pour les promo adultes. du tout, hein. J'avoue. J'avoue qu'il n'y a pas de promo, mais on est, on est encore au début de l'été. Ça Je peut suis un peu sortir. inquiet. Mais c'est vrai que c'est un peu. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est Parce un que peu compliqué. récemment, quand Même même, en France, on n'a pas eu les Masters of the Universe, par exemple, qui est un tu gros tu me dis, blockbuster de Sony. dans les pensées, mais il est dans ma tête en fait cet homme. Mais bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Non, ce qui est fou, parce qu'il sort en Belgique, mais il Bah oui, sort pas en France, je comprends pas. au cinéma. Ouais. Et on va l'avoir sur Prime. Ce qui est. Ouais, non, mais c'est pas comme si en plus comment Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, on l'avait dans les années 80. Enfin, je veux dire, c'est un dessin animé qui a bercé Je comprends pas. plein d'enfants qui sont devenus adultes et qui aujourd'hui ont le pouvoir d'achat d'aller au cinéma. Donc c'est complètement étrange de. Ouais. C'est sans doute un deal de gros sous, ils ont eu peur des retours pré-sortis, etc. Ils se sont dit, ok, bon, on va récupérer des thunes en faisant un deal en France avec Prime Video qui doit coûter quelques millions de dollars. Et puis voilà, Oui. je pense que c'est ça. Ils ont pas confiance en leurs produits. Sûrement. Moi, ça me dérange pas, parce que j'en ai un peu rien à Non, faire. mais peu importe, mais bon, Mais c'est vrai, ouais, non, mais t'as raison. Donc ça ça peut aurait été impacter dommage. aussi. Bah, bien sûr. Non, ça peut impacter une sortie comme celle de Acme. Ouais, oui. On a parlé un peu film d'animation, on va rester dans le film d'animation avec Toy Story 5. Le Ouais. retour de la licence de Pixar, est-ce que c'est à nouveau un épisode de trop ou pas? On le verra. C'est sorti le 17 juin, là, c'est disponible en France. Tout à fait, je ne l'ai toujours pas vu parce que le Japon ne sort pas les films tout de suite, donc je vais le voir la semaine prochaine, si tout va bien. C'est compliqué le Japon. Surtout un Disney, un Disney Pixar, il pourrait le sortir tout de suite. Ouais. Juste pour prendre si ça partait. Ils ont sorti Le Diable s'habille en Prada 2 le jour de la sortie mondiale, mais ça, ils le sortent pas. Enfin bref, c'est un peu étrange. C'est trop bizarre. Ouais, d'ailleurs, Le Diable s'habille en Prada 2, n'y allez pas, c'est nul, le regardez pas. J'ai revu le c'est pas 1 il y a pas longtemps avec madame et c'est toujours très chouette. C'est rigolo. C'est Alors, le rigolo. 2, c'est Alors, tout. en fait, moi je crois que je l'avais pas vu en fait, ou pas en entier. Et souvent on m'en parle comme un grand film et tout, et je fais ouais, bon, peut-être pas quand même. Non, non, il a un statut culte parce que Meryl Streep, quoi, mais c'est tout. Ouais. Donc Toy Story 5 qui est sorti en France, qui est déjà le 5e opus, c'est fou quand même. Enfin, autant de suites, c'est évidemment le dessin animé qui a le plus de suites chez Pixar. On rappelle que le 4 était sorti fin 2018, quelque chose comme ça. Enfin, il y a un bout de temps, hein, je crois. On l'avait vu ensemble. Ouais, je me souviens l'avoir vu avec toi. Ouais. Et on était sortis un peu déçus, même très déçus. On avait trouvé ça très Passable. 2019. passable.
2019, c'est ça, ouais. 2019, à part le côté évidemment animation qui est fou, hein, du Hmm. 4, mais bon, là le 5, j'avais un peu peur, mais j'ai toujours pas vu, encore une fois, c'est pas ma critique, hein, mais le 5, j'avais un peu peur du côté boomer avec le méchant qui est Une tablette. comment une tablette pour enfants, voilà, donc forcément il y a un côté un peu oh là là, les nouvelles technologies, c'est pas très bien pour les enfants. Hmm. J'avais un peu peur de ça. Toutes les critiques disent qu'au contraire, en fait, c'est beaucoup plus malin que ça. Hmm. Que d'ailleurs, ça ne tourne pas que autour de ça. Que les héros du film ne sont pas en fait Woody et Buzz, c'est plus Jessie. Ok. Donc, qui, c'est vrai, est un personnage secondaire depuis le deuxième épisode. Mhm. On la voyait de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle était un peu mise de côté. Donc là, elle est vraiment sur le devant de la scène. On a aussi à la réal Andrew Stanton. Mhm. Stanton qui est un des premiers scénaristes de Toy Story. Donc là, c'est son premier en tant que réalisateur, mais il est sur la franchise depuis le tout début. Et apparemment, tout ça se ressent. Donc il y a un côté vraiment fait avec amour, pas juste pour faire une suite. Et, Ok. donc tout suit, quoi. Donc moi, je suis un grand, grand fan de Toy Story, les 3 premiers. Le 4, vraiment, j'en ai pas grand-chose à faire. Ouais. Mais c'est un truc, et c'est évidemment un film que je vais aller voir là dès sa sortie. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec un 5e opus. On est quand même très loin dans la franchise. On est Ouais. sur un monde qui a changé. On est sur 30 ans de franchise déjà. C'est énorme hein, quand tu y penses, quoi. Donc voilà. Je suis très curieux. Je suis très curieux également. Moi, pour le coup, j'étais assez hypé par la prémisse du film de bah, justement que font les jouets, on va dire traditionnels, quand il y a un jouet numérique qui arrive dans la chambre de l'enfant. Est-ce que l'enfant va n'être obnubilé que par le nouveau jouet avec un écran, ou est-ce que bah, justement les anciens jouets vont réussir à capter toujours son attention? Je suis très curieux de voir comment c'est traité. Est-ce que c'est fait de façon maligne ou pas? Ça m'intéresse. Ça m'intéressait moins, enfin ça m'intéresse plus que la prémisse de Toy Story 4 par exemple. Donc déjà, il y a un point positif de ce point de vue-là, et c'est effectivement, j'ai bien envie de voir ça. Ouais. Non, Ok, je pense que c'est plus malin qu'un 4. ok pour Toy Story 5. On reste dans le champ de l'animation avec une série. Vous savez que c'est un petit peu ma marotte, je vous en parle régulièrement. C'est La Légende de Vox Machina. C'est la saison 4 qui est commencée depuis 2-3 semaines, je crois. Il y a 12 épisodes, c'est sur Prime. C'est une série d'animation de fantasy, ambiance Donjons et Dragons. Et donc toujours avec un humour un peu potache, mais aussi des enjeux dramatiques, et donc un groupe de personnages, d'aventuriers qui vont faire face à des enjeux cataclysmiques pour le monde, mais toujours en gardant de l'humour. Et là, on est vraiment sur la fin de série, puisqu'on est sur l'avant-dernière saison. La série se termine avec la saison 5. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, c'est de l'animation très américaine, hein, mais moi, j'ai du mal avec l'animation américaine de série. Mais celle-ci est Mhm. vraiment très jolie. Donc voilà, j'ai tendance à vous... voilà, je vous la recommande. J'ai pas encore vu, évidemment, la saison 4. Mais moi, j'aime beaucoup les premières saisons. Donc allez voir ça si C'est vous quand aimez on en parle. euh, Mhm. les séries d'animation. C'est très rapidement regardé, hein, parce que c'est des épisodes d'une demi-heure. Euh, Ouais. donc, euh, donc voilà. Et si vous appréciez, ils ont une autre série qui s'appelle Mighty Nine, qui est sortie en fin d'année dernière, et qui est dans la même vibe aussi. Donc Mhm. voilà, je vous recommande ceci, et j'ai très hâte de voir la saison 4. On Ok. retourne au film d'horreur avec Adrien, puisque tu vas nous parler d'Evil Dead Burn, qui sort le 8 juillet en France. Exactement, Evil Dead Burn, qui Un projet un peu suit franchouillard, hein. très franchouillard même, réalisé par Sébastien Vanitschek, qui s'était occupé de Vermine, excellent Ouais. film d'horreur, avec des araignées qui prennent d'assaut une cité de banlieue. Regardez-le, c'est un film français, mais c'est ultra, ultra quali. C'est Ouais. l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Je l'ai vu 2 fois, c'est pour dire. J'ai vraiment adoré. Qui Je mêle me aussi un souviens petit que tu peu nous avais comme fait la reco dans le podcast. ouais, film un peu social aussi, parce que ça Mm. dénonce justement le fait qu'on abandonne voilà, les gens de cité et qu'on les aide pas autant que d'autres. Vraiment très bien. Donc là, c'est Sébastien Vanitschek, après avoir réalisé Vermine, qui a été contacté par Sam Raimi en personne, qui est quand même le créateur de la franchise Evil Dead, ce qui est pas rien. Il a été contacté pour s'occuper du nouveau Evil Dead, donc qui s'appelle Evil Dead Burn. Et il a aussi emmené avec lui le scénariste Florent Bernard, donc Flaubert du podcast, du regretté podcast Floodcast, qui était lui aussi scénariste sur Vermine, et là il est scénariste sur Evil Dead Burn. Evil Dead Burn,
pareil, je me suis gardé un petit peu de me spoiler parce que ce genre de film, t'as pas envie de tout savoir, t'as pas envie de Ouais. tout capter dans la bande-annonce. Donc j'ai regardé le trailer quand même vite fait. Il y a une histoire de famille, il y a une histoire évidemment d'entités maléfiques qui vont prendre le contrôle de comment de personnes, de personnages pour faire des dégâts. Et j'ai perdu les Deadites, c'est ça, les Deadites vont justement mettre la misère aux personnages principaux. Il sort très bientôt, il sort là le 8 juillet, donc on va être sur un film d'horreur estival, ce qui est très cool. Et ça a l'air ultra malin au niveau de la mise en scène aussi, de ce que j'ai vu de la bande-annonce. Il y a une scène pas de machine à laver, de lave-vaisselle. Ouais. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, où Non, j'ai pas vu. il y a un lave-vaisselle qui est ouvert avec des couteaux qui sont mis à l'endroit, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs quand on met des couteaux dans un lave-vaisselle. Effectivement. Mettez toujours vos couteaux à l'envers, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on tombe dessus et on se fait très mal. Ce qui se passe dans la bande-annonce. Et ça va très bien. Il y a des idées, je pense qu'il y a des très très bonnes idées de mise en scène et d'écriture aussi. Le casting est inconnu à part Suella, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Suella Yacoub, qu'on avait vu dans Dune 2 et qu'on verra peut-être dans Dune 3, qui jouait une des potes de Zendaya, et Ok. qui est une très bonne actrice, qui était aussi dans le film de Encore, le film mais j'ai perdu son nom, de l'auberge espagnole, aide-moi. Cédric Lapiche. Cédric Lapiche, merci. Voilà. Et donc bref, Evil Dead Burn, très curieux de voir ce que ça va donner. Ça Et sort je ne très sais pas si bientôt, toi, hein. Bah moi, ouais. j'avoue que Ouais. les films d'horreur, tu sais que c'est pas trop ma passion parce que j'ai du mal à les regarder juste physiquement en fait. C'est pas mon truc. Et Evil Dead par contre, c'est des films que j'ai pas trop de mal à regarder parce que j'ai vu les premiers et en fait ils sont tellement vieux entre guillemets que ça me fait moins d'effet. Ouais. Mais j'aime bien Evil Dead. Alors Evil Dead Burn, je m'attends à quelque chose d'un petit peu plus frappant et impactant de voilà. Oui. Et j'ai quand même aussi envie d'y aller pour soutenir quand même. Ça fait plaisir. Il y a un petit effet cocorico quand même de Bien sûr. vouloir soutenir ce projet-là, à la fois pour Sébastien Vanitschek et aussi pour Flaubert, parce que vraiment Ouais. le truc est incroyable quand même. Le projet. Bah, c'est mérité. C'est Bah mérité. ouais, Parce bien que sûr. Vermin, vraiment, vraiment bien, hein. Mm. Vermin, ça a été kiffé par les États-Unis. Stephen King avait dit que c'était super. Enfin, tout le monde a dit que c'était super. Et quand tu es contacté par Sam Raimi, c'est que voilà, Ouais, quoi. Mais très cool. d'ailleurs, en parlant de Sam Raimi, en 2 secondes, j'ai Mm. vu son film Send Help Ouais. Ah avec oui, Rachel McAdams et comment, j'ai pas eu son nom, le Dylan. jeune Dylan O'Brien. Voilà. Très bien, très cool, très rigolo. Une vibe Evil Dead à l'ancienne aussi, justement, Ouais. entre comédie et horreur. C'est vraiment deux survivants sur une île déserte, un patron insupportable qui se retrouve avec la comptable, qui est une grosse nerd, mais qui est fan de koh. Donc forcément, comme elle est fan de koh, elle peut survivre. Et lui, comme il est plus dans son environnement voilà, J'adore. d'open space, il peut plus la contrôler comme il veut. Et donc voilà, il y a un rapport de force Ouais. qui s'inverse. Et c'est très malin, c'est très drôle. Ça va très loin dans le gore et dans la stupidité et dans la comédie. Donc c'est très bien. Ouais. J'aime Moi beaucoup. j'avais vu Et le trailer et ça m'avait fait très envie, effectivement. ouais, Euh, vraiment très bon film de dimanche après-midi, dimanche soir. C'est ouais. super. Allez, j'enchaîne avec un autre film qui sort le 1er juillet en France, c'est On l'appelait Robin des Bois, ou The Death of Robin Hood en anglais, qui est un Ouais. film de Michael Sarnowski, donc qui est le réalisateur de Pig et de Sans un bruit jour 1, dont on avait parlé dans le podcast à l'époque. C'est un film avec Hugh Jackman, Jodie Comer et Bill Skarsgård. Et comme son nom l'indique, c'est un film qui parle de Robin des Bois, mais de la fin de sa vie. À Robin des Bois, et en fait il se pose beaucoup de questions sur son passé, et en fait il y a un rapport qui se crée entre lui et une jeune femme qui a priori a vécu des choses très compliquées, et en fait lui il lui dit ce qu'il a fait dans sa vie, mais en fait c'était pas le bandit de grand chemin, on va dire, au grand cœur, mais en fait c'est dit j'étais un criminel en fait. Et j'ai tué énormément de monde, plus que ce que je peux en compter. Et bref, donc
il est blessé à un moment, il est recueilli par un personnage qui est joué par Jodie Comer, et du coup, il est en lien avec cette gamine, et t'as l'impression qu'il la prend un peu sous son aile. T'as l'impression un peu de voir, de voir Logan, mais avec un arc et des flèches, tu vois, quand tu regardes le trailer. Hmm. Et, C'est vrai que donc ça a l'air ça... assez Ouais. dark hein, quand même. Hein. Ouais, ça a Spaghetti, l'air, ça a l'air. C'est un film A24, et donc ça sort le 1er juillet. Alors est-ce que c'est gage de qualité? On verra. Mais voilà, le concept m'intéresse. C'est ce que j'aurai le temps d'aller le voir. J'en suis pas sûr, mais hmm. j'aimerais bien. Ouais, non, je sais pas si je vais aller le voir au ciné, mais sur plateforme, ouais. Je pense que je le Ouais, regarderai. de fou. Curieux. De fou. Curieux. J'ai un peu peur que ce soit en réalité un peu vide, mais on verra. Ah, voilà, on peut avoir une bonne surprise. On sait pas. Exactement. C'est bien, c'est une proposition. Ça, j'aime bien. Au moins. Ouais. Bonne surprise ou strike annoncé, c'est l'Odyssée évidemment de Christopher Nolan. On ne pouvait pas faire un podcast d'attente de l'été 2026 sans parler du nouveau Christopher Nolan qui sort le 15 juillet en France. Et évidemment, bah, forcément, Christopher Nolan qui est attendu au tournant depuis Oppenheimer, le succès d'Oppenheimer. On a su à peu près 1 an après la sortie d'Oppenheimer qu'il bossait sur The Odyssey, donc l'Odyssée. On va pas rappeler ce que c'est que l'Odyssée, hein, voilà, vous connaissez tout. Ulysse, voilà, qui veut revenir à la maison. L'histoire est sensiblement la même, mais on imagine que Christopher Nolan, comme il aime le faire à chaque fois avec ses films, va jouer avec le temps. Donc il y aura sûrement des flashbacks et des choses comme ça qu'on peut déjà même distinguer un petit peu dans la bande-annonce. Oui. Ouais. Alors, si je suis très honnête, évidemment le casting me fait rêver, parce que c'est un casting 5 étoiles. Matt Damon en Ulysse, Tom Holland en Télémac. On a qui d'autre? Il y a un des frères Anna Thaoué, on a des frères Safdie, on a Robert Pattinson, on a Lupita Nyong'o, enfin bref, il y a énormément de monde. Ah ouais, d'ailleurs, il peut se permettre même de ne pas les mettre dans la bande-annonce, certains. Il y a plein d'actrices. C'est fascinant. Charlize Theron, enfin bref. Et parce qu'il y a évidemment les personnages de la quête d'Ulysse, mais il y a aussi les dieux et les déesses qui viennent dans la boucle. Et donc, forcément, on peut se permettre d'avoir un casting gigantesque avec des très très grands noms. Tout à fait. Donc ça, là-dessus, rien à dire. Au niveau des effets, je pense qu'il y a un côté réaliste qui a l'air sympa. Moi, j'aime bien. Le fait qu'il est tourné en conditions réelles et pas sur fond vert, en tout cas pas trop. Je pense qu'il y a des scènes évidemment qui ont été tournées en studio, mais pas non plus des masses. En tout cas, tu vois qu'il y a des scènes de plage, de bataille, d'eau. Ils ont communiqué là-dessus, le marketing, en disant regardez, ils étaient vraiment sur un bateau à se prendre la flotte dans la gueule pendant des heures et des heures. Ils ont dû marcher pendant des heures et des heures pour aller en haut de la montagne, pour tourner ne serait-ce que 2 ou 3 heures de rush. Enfin voilà. Donc ça c'est cool. Ça évidemment c'est bien parce qu'ils peuvent se le permettre. Ça a été tourné en IMAX. J'ai très hâte de le voir aussi en IMAX. Ça merci le Japon parce qu'ils ont des super salles IMAX laser et tout, donc ça c'est trop bien. Mais je suis pas hypé. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai beaucoup de mal à me hyper pour ce film également. Ah ouais. En fait, je regarde les trailers à chaque fois qu'ils sortent et je me dis ok, c'est chouette. En fait, mais ça me donne pas une envie absolue de me déplacer, tu vois. C'est très bizarre. Et pourtant, c'est Christopher Nolan. Enfin, tu vois, il y a aucun de ces films que j'ai pas aimé, tu vois. J'ai pas aimé Tenet. Non, mais à des degrés différents. Genre, Tenet, j'ai pas passé un mauvais moment. Je peux pas dire que j'ai pas aimé Tenet. Mais malgré tout, je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas très envie de revoir l'Odyssée ou de revivre l'Odyssée? J'en sais pas. J'ai du mal à comprendre. Ouais, parce qu'en fait l'histoire est très connue, donc forcément déjà on n'a pas cette surprise-là, on n'a pas le truc de voilà bon, mais il y a plein de gens qui connaissent pas l'Odyssée apparemment, donc voilà, mais au-delà de ça, oui tant mieux, mais c'est l'histoire c'est l'histoire originale, enfin l'Odyssée c'est tout découle de l'Odyssée tout le temps, enfin je veux dire c'est le template du reste de tout ce qu'on a eu après quoi. Mais après ça, je pense qu'en fait j'ai l'impression qu'il déroule un fil qu'on peut voir déjà venir en regardant les bandes annonces quoi. Les seules surprises, ça va être la façon dont il filme, les effets spéciaux, qu'on peut déjà distinguer avec le cyclope, etc. Alors ça, ouais, je sais pas, ça me chauffe pas. J'irai pas du tout avec des plaisirs et je vais y aller, évidemment, day one, hein, franchement. Mais
il est pas sur ma liste des plus grosses attentes Non, de l'été, quoi. moi Je non pense plus. que je suis beaucoup plus excité de voir un Evil Dead Burn Ouais. euh, qu'un qu'un Odyssey. C'est pas la même proposition non Ah plus, bah bien bien sûr. sûr. Mais voilà. Ouais. Je suis. Je sais pas. Mais je vais pas faire je fais pas le rageux hein, du tout. Hein, c'est pas Ah ça. bah Hein, non, c'est pas bien du tout sûr. pour faire oh là là. Non, non, c'est vraiment juste. Non, et Ce puis si qu'on ça m'a se trouve, on proposé. va aller le voir et on va ressortir ébahi, tu vois, hein. C'est Au juste mieux, j'espère. une réflexion par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle du film et ce truc un petit peu étonnant de voir un Ouais. trailer de Christopher Nolan et de se dire oui, je vais le voir, mais je suis pas non plus dans un état de hype absolu, ce qui est un peu étonnant. C'est un peu rare, quoi. J'ai toujours Mm. été un peu excité avec les trailers Mm. de Nolan, quoi. Mais là, pas du tout, quoi. Mais bon, on en reparlera sûrement bientôt sur Popnews. Yes. Alors, qui dit été dit évidemment proposition super-héroïque. Évidemment, ça c'est. Il faut en parler. Donc, c'est un petit peu cette séquence qu'on vous propose là tout de suite. Et je vais commencer avec une série d'abord, une fois n'est pas coutume. C'est Lanterns, qui est prévu sur HBO Max à partir du 20 août. Du coup, bah, à la fois sur la plateforme et en diffusion sur la chaîne linéaire aux États-Unis. C'est une série qui est emmenée par Kyle Chandler, que vous connaissez parce que c'est notamment Demain à la Une, et Aaron Pierre. Et donc, bon, le concept, vous connaissez sans doute les Green Lantern, mais c'est ce corps de gardien de la paix intergalactique qui porte des anneaux qui leur donnent des pouvoirs extraordinaires. Et en fait, là, la série va suivre le personnage de Hal Jordan, qui est un Green Lantern aguerri, qui est joué par Kyle Chandler, qui d'ailleurs jure comme un charretier dans le trailer, ce qui m'a un petit peu surpris, mais je me suis rappelé qu'on était sur HBO, donc c'était ok. Et qui va accompagner une nouvelle recrue, qui est jouée du coup par Aaron Pierre. Son nom, lui, c'est Jon Stewart. Rien à voir avec le host de Late Night Incroyable. américain. Et tous deux vont enquêter sur un meurtre à Rushville, dans le Nebraska. Et là, tu te dis, que font des Green Lantern à Rushville, dans le Nebraska? Bah, a priori, Hal Jordan, lui, il est persuadé que c'est un incident extraterrestre et qu'il y a plus de choses à creuser. Et donc il y a ce rapport a priori un peu conflictuel entre ces deux personnages-là, et en fait ils vont enquêter et se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu plus sombres sous la surface, et donc ils vont faire des découvertes. Donc moi j'ai regardé le trailer, je suis assez enthousiaste par rapport à ce que ça a l'air de proposer. On va rappeler que ça rentre dans le cadre du nouveau DC Universe lancé par James Gunn l'an dernier avec Superman. L'an dernier J'ai un doute Avec maintenant. Superman, l'an C'était peut-être dernier, il y a il est 2 sorti à ans, l'été je sais 2020. plus. Non, non, Mais il est sorti à l'été 2020. ok, et donc du coup, bah, moi je suis très curieux. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis plus curieux pour celui-ci que pour le Supergirl dont je vais parler juste après toi. Mais je suis intéressé par cette nouvelle proposition de DC Universe, donc je vais regarder évidemment Lanterns sur HBO Max le 20 août. Pareil, pareil, pareil. Et j'aime bien le fait qu'on fasse un truc. Il faut rappeler que c'est Damon Lindelof aussi qui s'occupe de la série. Damon Lindelof qui avait fait la qui est suite producteur de Watchmen. exécutif. Hein. Il est co-créateur, il n'est pas showrunner, hein, mais il est derrière effectivement ce projet. Mais tu sens sa patte en fait, tu sens sa patte justement parce qu'il aime beaucoup faire des trucs un peu resserrés maintenant avec The Leftovers, avec Watchmen qui était complètement à contre-courant de ce qui se faisait et on n'a Watchmen, pas du c'était tout. incroyable. C'est super et on n'a pas une série de super-héros voilà, comme on pouvait l'attendre. Là c'est pareil, tu sens que ça va être un truc beaucoup plus resserré sur une petite ville avec voilà. Et ça c'est cool. Tu moi, sens que j'aime bien, c'est pas de la série de super-héros à la CW de l'époque avec Flash, Arrow, etc. Là, c'est un truc où, en fait, tu sens déjà qu'il y a une dynamique entre ces deux personnages-là, que on a une thématique aussi à traiter, alors qui est encore assez mystérieuse dans les trailers, mais honnêtement, ça donne assez envie. Ouais, non, ça va être très bien. Et ça pourrait ne pas être une série de super-héros, en fait, tu sens que c'est Oui, probablement. T'as une petite vibe True Detective dans l'idée, tu vois, genre Bah oui. de très loin, quoi. Un peu. Alors, est-ce que tu as très envie de voir les nouvelles propositions de Marvel de cet été? Spider-Man, Brand New Day. En fait, le nouveau trailer est sorti, mais il est pas si dégueulasse que ça. Moi, ça me chauffe. Je trouve que le côté, encore une fois, pareil, je le disais resserré pour Lanterns, il y a un côté aussi, la street level, qu'on attendait depuis un bout de temps pour Spider-Man, où Spider-Man, donc déjà, on rappelle, pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, là, on peut spoiler peut-être, Peter Parker, dans le nouveau film Spider-Man, n'est connu de personne. Tout le monde a oublié l'identité de Spider-Man. En fait, Spider-Man existe toujours, mais personne
personne ne sait que c'est Peter Parker. Donc il peut redevenir incognito quand il marche dans New York. Sauf que ses potes et sa meuf ont aussi oublié. Donc Ned et Mary Jane ont oublié que Peter était Spider-Man. Donc il va devoir se reconstruire, il va devoir se recréer une sorte de nouvelle identité. Mais en même temps, il va toujours être Spider-Man. On va retrouver des persos, comme on voit dans la bande-annonce, comme Frank Castle, donc le Punisher. Frank Castle qui est lui aussi un mec vraiment street level. On imagine qu'il y aura un Daredevil parce que il y a le clan de la main, c'est ça, qui est là, et Daredevil et le clan de la main, ils sont toujours cul et chemise. Donc voilà, il y a plein de personnages comme ça. On a le Scorpion qui revient. Et Hulk aussi. Hulk, bien sûr, dans la dernière bande-annonce, surtout Hulk est très présent. Hulk est très présent. Et ce qui est bien dans cette bande-annonce, c'est qu'il voyage pas à l'étranger comme il a pu le faire dans le 2, où on en avait un peu rien à foutre. J'ai l'impression qu'il laisse son propre personnage, même s'ils ont quand même un peu du mal à le laisser tout seul. Toujours. De toute façon, le Spider-Man du MCU, pour qu'il tienne tout seul son film, c'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi ils font pas confiance à Tom Holland pour porter le film, parce qu'il peut, quoi, mais voilà. Donc ils ont toujours besoin de l'entourer d'autres personnages de la galaxie Marvel, mais là, peut-être un peu moins. Je trouve que là, il a l'air de se ressentir un petit peu. Il y a aussi cette dualité, là, qui est très inspirée quand même de Spider-Man 3, sans le costume du symbiote. Sans Venom, mais on a ces yeux noirs, en fait, où Peter se demande ce qui lui arrive, et il devient un peu plus méchant. Une crise d'identité pour Peter Parker. Les identités, c'est la crise de la puberté pour le petit Pete. Petit Pete qui sait plus où il en est, quoi, voilà, qui voit sa meuf se faire emballer par un autre type qu'il déteste. Alors forcément, ça, il est pas content, quoi. Non, alors, je connais pas assez, mais il y a un côté Man Spider et Spider-Man, je sais pas trop, peut-être un truc comme ça, ou voilà, en tout cas, c'est... Ouais, alors ça, faut faire confiance aux experts YouTube. J'avoue que moi, je suis pas assez connaisseur pour tout ça. Je connais pas assez, mais bon, en tout cas, proposition qui a l'air cool, et surtout réalisée par le réal de Shang-Chi. Je vais Destin Daniel Cretton. Exactement, qui franchement avait fait un super boulot sur Shang-Chi au niveau des fights et au niveau de la mise en scène. C'était très propre. Franchement, Shang-Chi n'est pas un mauvais film. Ça pète pas plus... En fait, c'est ça qui est bien, parce que c'est un film street level aussi, qui pète pas plus haut que son cul et qui fait ça bien. Donc si on peut avoir la même chose avec Spider-Man, avec le côté Spider-Man un peu plus foufou, un peu plus épique, bah moi j'achète direct. Carrément. Bon, évidemment, moi, Spider-Man, je peux pas ne pas aller les voir, évidemment. Donc, je suis évidemment très curieux, comme toi. Après, je t'avoue que, bon, moi, je commence à en avoir un peu soupé du Spider-Man de Tom Holland. Mais, s'ils en font des choses intéressantes, moi, je serai là, il n'y a pas de souci. Pour le coup, il y a effectivement une espèce de changement un petit peu de rapport sur ce personnage-là. Il a quand même fait un choix très important à la fin de l'épisode 3. Donc, comment est-ce que ça va changer son rapport au fait d'être super-héros? Comment est-ce que ça va changer son rapport au fait d'être lui-même Peter Parker? Et visiblement, il y a pas mal de choses qui se télescopent dans ce film-là. Donc, très curieux. Et presque, quand je vois le dernier trailer, je me dis, ouais, mais peut-être que toutes les fioritures du MCU... Donc les autres personnages, ça n'en devient que de la fioriture en fait. Est-ce que c'est presque trop ou voire pas nécessaire? Je sais pas. On verra sur pièce évidemment. Ça sort le 29 juillet en France, bien sûr. Et dernière production super-héroïque à mentionner, c'est Supergirl. Alors je vais pas vous mentir, des trois, c'est celle que j'attends le moins, mais je voulais la mentionner quand même, puisque ça fait partie de la nouvelle proposition DCU. Ça sort le 1er juillet, c'est Craig Gillespie qui est derrière la caméra, avec Millie Alcock qui s'est fait connaître dans la première partie de House of Dragon saison 1, et Jason Momoa qui enfin a le rôle a priori dont il rêve depuis des années, à savoir le rôle de Lobo. Bon, c'est un film très typique, super-héros, un adversaire qui débarque et qui menace le monde, et Kara Zor-El, alias Supergirl, doit faire équipe avec un compagnon improbable pour partir dans la galaxie en quête de vengeance et de justice. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est le côté anti-Superman qu'on a vu l'an dernier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de chez Supergirl qui est plus sale gosse,
qui m'intéresse de voir comment ils vont traiter ça, ou est-ce que au final ça va être un peu évacué. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse chez Supergirl. Je m'attends pas à ce que ce soit un film incroyable. Quand tu regardes les trailers, t'as vraiment l'impression de voir une vibe très Gardien de la Galaxie. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir leur épingle du jeu? Je suis pas certain, mais je suis assez chaud pour leur laisser le bénéfice du doute. Non, mais je suis curieux. Encore une fois, est-ce que j'irai au cinéma pour ça? Peut-être pas. Ouais. Mais à voir. À voir, à voir. Mm. Ouais, ça peut être un bon divertissement. Je Ouais, sais que ça va pas renverser le truc, mais pourquoi pas, je pense pas. ouais. Ouais. Que Non, pour le coup, le Superman de l'an dernier, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, moi, j'avais adoré. ouais. Pareil, Donc, clivant aussi, il y en a pas qui ont pas aimé, mais moi, ouais, ouais. Donc, bon. Allons voir ça, et puis ben, on s'en parlera à l'occasion. ouais. Parlons d'un autre film qui n'a rien à voir avec des super-héros, mais cette fois avec des dinosaures. C'est la fin d'Oak Street. Et là, tu me parles de dinosaures, et là, tout de suite, tu as mon attention. Et tout à fait. Alors, je vais te parler de ce film-là. Encore une fois, je fais gaffe de pas trop me Mhm. spoiler parce que j'aime bien ce genre de film high concept. En gros, dans la bande-annonce, on voit une petite famille, voilà, où tout va bien, la petite famille est dans sa maison. On retrouve Ewan McGregor et Anna Hathaway qui jouent les parents. Et d'un coup, il se passe quelque chose dans la rue. Il y a un peu de panique et ils se rendent compte que il y a en fait leur rue et le bout de leur rue et s'est effondré. Ouais. Et ils se retrouvent potentiellement à l'époque Jurassique, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a peut-être un dinosaure qui passe dans leur rue et comme s'ils avaient remonté le temps, que toute leur rue en fait avait été déplacée dans le temps Mhm. jusqu'à l'époque des dinosaures. J'ai pas envie d'en savoir plus, je Ouais. trouve que le concept est super. Comment tu survis d'un coup de 2026 jusqu'à l'époque voilà, des dinosaures, c'est quand même très drôle, c'est quand même très cool. Qui est remonté? Est-ce qu'il y a des trucs de l'armée? On sait pas. Enfin bref, c'est quand même très sympa. Ouais. Et pourquoi en fait aujourd'hui, déjà pourquoi toute une rue et pas juste une personne? Enfin voilà, c'est quand même assez étrange d'avoir une rue entière, donc la rue d'Oak Street qui remonte le temps. Mhm. Réalisé par David Robert Mitchell, qui est un super réalisateur qui s'était occupé de Under the Silver Lake Ah, avec Andrew Garfield et It Follows, film d'horreur excellent, film d'horreur high concept aussi. Donc je suis curieux, j'aime beaucoup l'idée. Est-ce que ça va se péter la gueule vite ou pas? Je ne sais pas, mais il y a Ewan McGregor et Anna Hathaway, s'ils ont signé pour le film, c'est que je pense qu'ils font confiance quand même, ouais, voilà, et qu'ils prennent pas n'importe quel scénario, parce ouais, qu'ils doivent en voir passer des dizaines par jour. sans doute. Donc c'est plutôt rassurant. Un film aussi, un peu dans la même veine, qui va sortir sur Netflix, je ne sais pas si tu as vu passer la bande-annonce, avec Greta Lee et Wagner Moura. Je ne sais plus le nom de ce film. En gros, c'est une petite famille, pareil, dans une maison, et d'un coup ils The se rendent Last compte qu'ils ne peuvent House. plus... The Last House, et ils ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres, ils peuvent plus sortir dans la maison. Et ils se rendent compte que dans la rue, c'est la même chose pour les autres, pour les voisins, tout le monde est bloqué en fait dans la rue. Et donc ils sont obligés de vivre dans leur maison, ils ne peuvent plus sortir. C'est pas exactement le même concept, mais c'est pareil, c'est un high concept à la Oui, oui. con que j'aime beaucoup, quoi. Ça Ils peuvent sort pas le péter 7 les août, vitres. du coup, sur Netflix, pour les gens qui seraient curieux. Ouais. C'est réalisé par Louis Leterrier. Ah, ouais, j'avais même pas vu, tu vois, comme quoi, le réalisateur de Lupin, de Transporteur, enfin voilà, Intéressant. d'écurie Ouais. Besson de l'époque. Mais ouais, c'est cool. Insaisissable aussi. J'aime bien ce genre de high concept débile, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, Si ça tient la route, ça peut Ouais. être un bon divertissement. Ouais. Alors, c'est rigolo que tu mentionnes de Last House parce que moi ça me fait penser, tu te dis très certainement que ce scénario il a été écrit post-Covid ou pendant le Covid où on était tous confinés, etc. Et ça me fait penser du coup au prochain film et le dernier film de notre liste, c'est The Dark Stars. Qui sort du coup le 26 août, et je l'ai pas précisé, la fin d'Oak Street ça sort le 12 août en France. Donc The Dark Ouais. Stars c'est un film de Ridley Scott qui sort le 26 août et qui est très clairement un film post-pandémie puisque il évoque un futur proche où il y a une pandémie qui a décimé la société américaine, et on suit un personnage qui est joué par Jacob Elordi qui est un ancien pilote et qui reçoit un jour un message radio et se dit mais attends, mais peut-être que en fait c'est pas la fin du monde partout,
Et peut-être que je vais pouvoir trouver, et donc évidemment ce fameux rêve qu'on connaît tous des films et des séries post-apocalyptiques, il faut que je me déplace vers ce potentiel rêve de société qui a survécu, et dans le même temps, il rencontre un ancien soldat qui est joué par Josh Brolin, et une femme qui est jouée par Margaret Qualley, et tout ça en fait dans une société américaine qui est pas du tout une société européenne post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a des guns partout, il y a des bazookas, enfin c'est très Ridley Scott quoi, tu vois que c'est le The Last of Us mais version Ridley Scott, où il faut que ça en envoie dans tous les sens, et bon, est-ce que ça va être le meilleur film de l'été? Bien entendu que non, mais je suis curieux quoi. Ouais, alors j'ai vu la bande-annonce, moi ça me chauffe pas du tout. Ça me chauffe pas du tout. Je sais pas, quand j'ai vu le nom de Ridley Scott, je fais ah ouais, c'est cette merde générique est réalisée par Ridley Scott, quoi. Ok, bon. Ouais, non, je sais pas. Ça En me fait, chauffe pas, quoi. sans être méchant, ça donne vraiment l'impression d'être un film qui est produit pour Netflix, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement, quoi. Tu te dis putain, ça c'est au ciné, quoi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, Pardon, Brib. bon, pourquoi pas, mais bon, je suis Bon, pas moi, excité de fou. Hein, mais bon. Non, ouais, moi ce sera pas au ciné, quoi. Mm-mm. Mais en parlant de Ridley Scott, vite fait, je fais la connexion avec Tony Scott. Tony Scott qui avait réalisé Man on Fire. Man on Fire qui a eu le droit à sa série sur Netflix, qui est pas mal du tout, avec Yahya Abdul-Mateen 2. Super série, Man on Fire, 6 épisodes, ça marche très bien. Sorte de Max Payne 3 en série, en fait. Ça se passe au Brésil, et c'est un mec qui doit défoncer des gueules parce qu'il doit protéger une gamine. Et ça marche très très bien. Ça marche super bien. J'aime bien ce côté, le gringo qui est dans un pays qu'il connaît pas et qui doit faire avec les moyens du bord. Il parle pas la langue et tout, donc et il se démerde. Ça marche vraiment bien. C'est une mise en scène super. Et je continue mon Fire and Tour avec Paradise. On n'en avait pas parlé parce que c'était sorti. Paradise, c'est super. Paradise, c'est une super série sur Disney Plus en France. La 2 c'est terminé il y a pas longtemps, et la 3 sera la dernière. Et c'est une série, je peux pas te dire exactement ce que c'est parce que ça va spoiler, mais c'est vraiment une excellente série. Regardez juste la bande-annonce et faites-vous un avis, mais foncez, c'est du très bon. Voilà. Okay. Et ça me fait penser aussi que sur Apple TV, en ce moment, il y a la diffusion du remake en série des Nerfs à vif, avec Javier Bardem, Amy Adams et Patrick Wilson. Donc là, c'est en ce moment, hein, il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis. Et ben, j'ai pas regardé, mais ça me donne un peu envie quand même. Ouais, pareil. Non, est-ce que c'est la peine de faire un remake? Je sais pas, mais en série en plus, à voir. C'est 10 épisodes en plus, hein, donc bon. Mais après, j'avoue que, comme tu disais tout à l'heure, le saut de qualité Apple TV me rend curieux, quoi. Bien sûr, non, mais ils sont ouf. Apple TV qui a sorti ou qui sort Silo saison 3 là, qui sort début juillet. Silo saison 3 qui peut être intéressant, la 2 était moins bien, mais la 3 est intéressante, je pense, parce que si elle suit bien les bouquins, et elle va le faire parce que j'ai vu les acteurs qui jouaient, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Et surtout Sugar saison 2. Avec Colin Farrell. Sugar, j'en avais parlé il y a très longtemps dans un épisode. C'est super, avec un twist qu'on ne voit pas venir et qui pourtant qui est bizarre mais qui ne gâche pas du tout la série. Je suis très très curieux de voir la suite. Sugar, c'est extrêmement cool, qui est une série sous-cotée dont personne ne parle et qui pourtant vaut vraiment le coup. Nice. Bah écoutez, on vous a fait toute une petite liste, une grosse liste même, pendant un peu plus d'1 heure. Donc quels sont, à vous, vos films et vos séries qui vous donnent envie sur cet été 2026? Est-ce que vous avez les mêmes? Est-ce que vous en avez d'autres? Dites-nous tout évidemment dans les commentaires, et on espère pouvoir vous faire à la rentrée un podcast de points sur le retour d'expérience sur ce qu'on aura vu cet été, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera à ce moment-là, évidemment. Allez voir les différents contenus qui sont sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à nous faire vos retours également, et puis on se retrouve très prochainement. À très bientôt tout le monde. Salut à tous, et bon été.